Dans les coulisses de la géopolitique mondiale, un sommet ultra secret vient de redessiner la carte de l'Europe. Imaginez un instant le vertige. Deux hommes, Donald Trump et Vladimir Poutine, réunis en Alaska. Le 16 août, cette rencontre cruciale est devenue le théâtre de décisions qui ont scellé le destin de nations entières, sans même que l'Europe ne soit invitée à la table des négociations. C'est une humiliation sans précédent pour notre continent, une pilule amère que nos dirigeants sont contraints d'avaler. Une nouvelle ère s'ouvre-t-elle? Ou sommes-nous simplement les spectateurs impuissants d'un drame qui était écrit d'avance? Le choc est palpable. Question à vous. Où nous regardez-vous en ce moment? Écrivez votre ville et votre pays dans les commentaires. Immédiatement après ce face-à-face crucial en Alaska, la sidération s'est emparée des capitales européennes. Donald Trump, avec une pragmatique froideur, a directement appelé le président du pays, connu le 16 août au matin. Son objectif était clair, le briefer sur les résultats de sa rencontre avec Poutine. Ce n'était pas une consultation, mais une notification, une imposition des faits accomplis. La réponse de l'Europe fut une déclaration coordonnée, un semblant d'unité face à une réalité écrasante. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a signé. Emmanuel Macron, le président français, s'est joint à ce chœur. Giorgia Meloni, la première ministre italienne, Friedrich Merz, le chancelier allemand contraint à des manœuvres complexes, Keir Starmer, le premier ministre britannique, Alexander Stubb, le président finlandais, et Donald Tusk, le premier ministre polonais, ont tous apposé leur signature. Leur message public était sans équivoque. Aucune concession ne sera faite à la Russie. Une ligne rouge, claire et ferme, fut proclamée. Ils ont réitéré le droit inaliénable du pays connu à adhérer à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, et à l'Union européenne, l'UE. Ils ont également refusé catégoriquement d'arrêter les livraisons d'armes, brandissant le mantra « Cessez le feu d'abord, dialogue ensuite ». Mais dans l'ombre des déclarations officielles, des discussions sur des garanties de sécurité alternatives avaient déjà lieu. Des mécanismes spécifiques pour remplacer l'adhésion directe à l'OTAN, évoquant un analogue de l'article 5 du traité atlantique, mais sans l'implication directe de l'Alliance. Un jeu de dupes, peut-être? Ces garanties prendraient la forme d'engagement d'intervention des États-Unis et des principales nations européennes en cas de menace, le tout sous un accord politique conjoint. Est-ce suffisant pour rassurer, pour apaiser les inquiétudes légitimes? Les questions fusent. Dites-nous, d'où nous suivez-vous? Indiquez votre ville et votre pays, et pourquoi pas votre fuseau horaire. Cette série d'événements n'est pas un simple jeu diplomatique. C'est le symptôme d'une humiliation politique profonde, ressentie au cœur même de l'Europe. Les États-Unis, sous l'éventuelle future présidence de Donald Trump, cherchent résolument à réduire leur fardeau financier et militaire. La nation frontalière est devenue une charge pesante. Le poids des dépenses pour son soutien est déjà colossal. Des dizaines de milliards d'euros annuels sont engloutis. Mais le pire est à venir. Ce coût pourrait potentiellement doubler si les États-Unis se retirent complètement du financement. Nos économies européennes en sont déjà les premières victimes, et le fardeau s'alourdit. L'inflation galope, la récession menace nos industries, des entreprises ferment leurs portes chaque jour, et les protestations sociales se multiplient dans nos rues, signe d'un mécontentement croissant. Nos dirigeants proclament avec une apparente détermination que le conflit se poursuivra aussi longtemps que nécessaire. Mais à quel prix pour le quotidien de nos concitoyens, pour nos familles, pour notre avenir incertain? La façade de la fermeté européenne, si souvent répétée dans les discours officiels, masque une réalité de plus en plus précaire, un abîme économique et social qui se creuse inexorablement sous nos pieds. Pourquoi cette obstination, cette persistance aveugle? Est-ce la bonne direction pour nous tous, pour la stabilité de notre continent? Quelle une mesure ou sanction pourrait vraiment changer la situation en Europe? Soyez précis dans votre réponse. Officiellement, les capitales européennes tiennent bon, affichant une détermination inébranlable à ne faire aucune concession à la Russie, une posture rigide. Mais en coulisses, les murmures racontent une toute autre histoire, bien plus sombre. Des informations off the record suggèrent que le fameux plan Anchorage serait déjà un accord conclu,
scellé entre Trump et Poutine. La rencontre du président de la nation frontalière à Washington, loin d'être une véritable négociation sur un pied d'égalité, ne serait qu'une simple formalité. Une mise en scène soigneusement orchestrée, destinée à lui faire accepter des conditions déjà décidées, sans droit de veto, sans marge de manœuvre. On parle même, dans les cercles avertis, d'un point de non-retour pour le président de cette nation frontalière. Sa visite à Washington serait son dernier espoir de sauver une once de dignité. Mais il serait confronté à un ultimatum brutal et sans appel. Accepter le plan Trump-Poutine tel quel ou faire face à la perte totale de soutien financier occidental, à des sanctions personnelles dévastatrices qui le toucheraient directement, voire à un mandat d'arrêt international. C'est l'épée de Damoclès qui pèse implacablement sur sa tête. Et le Parlement de ce pays, présenté comme une institution démocratique indépendante et souveraine, notre narration suggère qu'il est entièrement sous contrôle, une simple façade. Un paravent politique que le président utilise cyniquement comme excuse. Je serais ravi de signer, mais le Parlement est contre, a-t-il pu dire. Une pirouette commode pour masquer une capitulation forcée, une reddition inévitable, n'est-ce pas? Vladimir Poutine, de son côté, agit avec une détermination stratégique sans faille. Ses exigences sont fermes, non négociables, et il le fait savoir. Il vise clairement à remodeler l'architecture de sécurité européenne à sa guise, à son avantage, en imposant un pacte multilatéral qui inclurait des points clés. La non-adhésion du pays connu à l'OTAN, la reconnaissance explicite des changements territoriaux déjà survenus et une démilitarisation complète de la nation frontalière. Il cherche résolument à évincer les États-Unis du jeu continental, laissant l'Europe seule face à ses exigences, la forçant à négocier directement et inévitablement selon les conditions russes. Quant à Donald Trump, son approche est celle d'un homme d'affaires aguerri, purement pragmatique, dénué de tout sentimentalisme. Il voit dans le président de la nation frontalière un simple pion sur l'échiquier complexe. Son objectif est de réduire drastiquement le fardeau financier et militaire des États-Unis, le transférant habilement à l'Europe, et d'obtenir ainsi une victoire diplomatique rapide et éclatante pour sa campagne présidentielle à venir. Les formulations les plus floues sont sa marque de fabrique, son instrument de prédilection, consultation, assistance nécessaire, coordination d'action, au lieu d'une intervention automatique et contraignante. C'est une manière subtile mais efficace de désengager l'Amérique sans en avoir l'air. Et l'Europe, dans tout cela? Elle tente désespérément de maintenir une façade de force sur fond de faiblesse, criante. Ses leaders, du chancelier allemand Friedrich Merz, contraints de manœuvrer entre les puissants intérêts industriels nationaux et les obligations atlantistes, au Premier ministre polonais Donald Tusk, représentant la faction dure, exigeant toujours plus de pression sur la Russie, semblent pris dans une toile d'araignée politique. Une peur cachée d'un effondrement. Rapide les tenailles, un effondrement qui pourrait survenir si le soutien à la nation frontalière venait à faiblir. Il s'accroche désespérément à une apparence de participation, même si le prix à payer est une humiliation politique totale et irréversible. Le paradoxe principal de l'Europe est frappant, presque absurde. Elle est prête à promettre beaucoup verbalement, à faire de grandes déclarations, mais elle dépend entièrement et absolument de Washington pour toute action concrète et significative. La double contrainte du président de la nation frontalière est elle aussi insoutenable. Pris en étau entre les exigences implacables de Washington et la peur d'une réaction interne violente, il cherche désespérément à reporter la responsabilité sur son Parlement pour toute décision impopulaire qu'il sera contraint de prendre. L'Europe est forcée, malgré ses grandes déclarations, de fermer les yeux publiquement sur les pertes territoriales et la démilitarisation forcée de la nation frontalière. C'est une trahison silencieuse, presque une mascarade de l'OTAN elle-même, dont les garanties de sécurité floues ne sont qu'une mascarade qui n'engage à rien de concret, laissant la nation frontalière sans défense réelle, à la merci de son sort. La Russie, elle, mise patiemment sur une stratégie d'épuisement, laissant l'Europe se saigner à blanc, la menant inévitablement à un épuisement économique et social profond. Qui tire vraiment les ficelles dans cette pièce théâtrale tragique et cynique, et qui en paie le prix fort?
À votre avis, où se situe la ligne rouge entre l'Europe et la Russie? Une seule phrase, soyez clairs. L'histoire récente regorge d'analogies troublantes, des échos sinistres du passé qui devraient nous alerter. L'élargissement continu de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, est souvent présenté par certains comme la cause première et fondamentale de ce conflit actuel, un point de départ inévitable. Pour la Russie, c'était une violation directe de ses intérêts vitaux, une politique d'encerclement progressif et menaçante à ses frontières. Les échecs répétés et cuisants des accords de Minsk, qui devaient pourtant apporter une solution pacifique à la crise, sont un rappel brutal et douloureux. Les solutions partielles ne fonctionnent jamais. La crise revient toujours, inévitablement, sous une forme encore plus aiguë et destructrice, comme une maladie chronique qui ne cesse de s'aggraver. Ce fut une leçon amère que nous semblons avoir ignorée. De même, le retrait unilatéral des États-Unis de traités clés par le passé, comme le traité sur les missiles antibalistiques ou le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, a déjà sapé, voire détruit, la sécurité européenne. Ces décisions unilatérales ont créé un vide stratégique, une instabilité persistante et dangereuse. Aujourd'hui, l'accumulation d'armes et d'instructeurs de l'OTAN sur le territoire de la nation frontalière est perçue par certains comme un pied-à-terre menaçant directement les frontières russes. C'est une provocation constante, une politique délibérée d'encerclement qui attise les tensions plutôt que de les apaiser. Ne devrions-nous pas apprendre enfin de ces schémas répétitifs? Ne sommes-nous pas condamnés à répéter éternellement les mêmes erreurs, les mêmes dérives tragiques qui mènent inéluctablement à l'impasse, à la confrontation, à la tragédie humaine et économique? Il est grand temps de briser ce cycle infernal, n'est-ce pas? Les scénarios possibles pour l'avenir proche sont marqués par une inévitable chape de plomb. Le plus probable, selon les sources internes et les analystes les plus pragmatiques, est la capitulation du pays connu. Son président, sous une pression insoutenable de Washington et des grandes banques occidentales, pourrait être contraint d'accepter le fameux plan Anchorage, un accord secret déjà ficelé. Ce serait l'officialisation des conditions russes, la non-adhésion à l'OTAN, la reconnaissance des changements territoriaux irréversibles et une démilitarisation complète de ses forces. Cela conduirait inévitablement à un sommet historique où l'Europe serait forcée, malgré ses réticences, de valider ce processus, subissant ainsi une humiliation politique sans précédent devant le monde entier. Une amertume durable. Mais un autre chemin existe, tout aussi sombre, voire plus dangereux. Et si le président du pays connu refusait obstinément de céder, de plier l'échine? S'il persistait dans sa rhétorique du « cessez-le-feu d'abord, dialogue ensuite », ignorant délibérément les pressions intenses, Donald Trump le dénoncerait alors publiquement pour sabotage et obstruction. Il retirerait aussitôt le soutien américain, coupant les vivres. L'Europe se retrouverait alors seule face à la Russie, isolée et affaiblie. Imaginez un instant ce fardeau, ce poids écrasant. L'Europe devrait alors assumer seule l'intégralité des charges financières et militaires, sans l'aide américaine, ou se résigner à un effondrement brutal et chaotique de la nation frontalière, et par ricochet, de sa propre stabilité économique et sociale. C'est un dilemme cornélien, une situation désespérée. Le statu quo d'épuisement est une autre perspective probable, un scénario de longue haleine. Le conflit se prolongerait indéfiniment, sans résolution claire, sans fin en vue. L'Europe s'enfoncerait alors plus profondément dans une dépendance logistique, financière et informationnelle, accrue vis-à-vis des États-Unis, perdant le peu d'autonomie qu'elle possède encore. Ses ressources, déjà mises à rude épreuve par des années de soutien, s'épuiseraient progressivement. Le mécontentement public, déjà palpable et croissant, monterait en flèche, alimentant les protestations sociales, les mouvements de colère et l'instabilité politique au sein des nations européennes. Pendant ce temps, la Russie gagnerait du terrain stratégiquement, consolidant ses positions et affaiblissant l'Union européenne de l'intérieur, la divisant. C'est une guerre d'usure, une guerre que l'Europe pourrait ne pas supporter. Le risque le plus terrifiant, et qui ne semble plus fantastique selon certaines sources bien informées, est une escalade incontrôlée.
Face à cette impasse diplomatique, face à cet épuisement généralisé des ressources et des volontés, la faiblesse affichée de l'Europe et l'absence persistante de lignes rouges claires pourraient provoquer une confrontation militaire directe et ouverte avec la Russie. Une crise locale se transformerait alors en un conflit continental à grande échelle d'ici 2 à 3 ans. C'est un scénario cauchemardesque, le pire pour tous les acteurs impliqués, sauf peut-être pour les stratèges russes qui verraient leurs objectifs ultimes atteints. Qui gagne et qui perd dans ce tableau sinistre, dans cette vision apocalyptique? Les gagnants clairs semblent être, sans surprise, la Russie et les États-Unis. Vladimir Poutine atteindrait ses objectifs stratégiques majeurs. La non-adhésion du pays connu à l'OTAN, la reconnaissance des territoires revendiqués et une démilitarisation significative de la nation frontalière. Il renforcerait ainsi son influence en Europe et exposerait la faiblesse structurelle et le manque de souveraineté de l'UE. Donald Trump, de son côté, réduirait l'implication financière et militaire de son pays, se positionnant habilement comme un faiseur de paix pour sa campagne, et transférerait la responsabilité à l'Europe, atteignant ainsi ses propres objectifs purement pragmatiques. Les perdants, eux, sont tout aussi clairs et souffrent visiblement. La nation frontalière, le pays connu, perdrait irrémédiablement sa souveraineté, son intégrité territoriale et sa capacité de décision, devenant entièrement dépendante de l'aide extérieure. Une marionnette désarticulée. Et l'Europe, l'Union européenne et ses dirigeants? Ils perdraient définitivement leur subjectivité stratégique, subiraient une humiliation politique, retentissante et historique. Ils s'épuiseraient économiquement et socialement. Leur unité se fissurerait sous le poids des désaccords internes et de la pression citoyenne. Les citoyens européens sont, au final, les vraies victimes de cette folie de leurs propres dirigeants, payant le prix fort pour des politiques irréfléchies et des aventures géopolitiques qui ne sont pas les leurs. La preuve de cette amertume croissante est déjà palpable dans les sondages. Une majorité écrasante en Allemagne et en France soutient désormais les négociations plutôt que la poursuite insensée des hostilités. Plus de la moitié des citoyens en Italie et en Espagne sont sceptiques quant à la poursuite de ce soutien coûteux et sans fin. La fatigue des sociétés européennes est un thème récurrent dans les médias, un signe clair de désengagement croissant du public envers le soutien continu à la nation frontalière. C'est une tendance mondiale, le déclin de l'hégémonie américaine et l'émergence d'un monde multipolaire qui rebat les cartes. Les États-Unis cherchent à réduire leur fardeau, ce qui reflète une tendance plus large de recentrage et de partage des charges. La crise de l'énergie et l'inflation en Europe exacerbent des problèmes économiques préexistants, démontrant l'incapacité de l'UE à protéger efficacement ses propres citoyens. La montée du populisme et du mécontentement social en Europe, avec ses protestations massives et la chute de certains gouvernements, est directement liée aux coûts astronomiques du soutien à la nation frontalière. Une spirale infernale s'est enclenchée. Question à vous, où nous regardez-vous en ce moment? Écrivez votre ville et votre pays dans les commentaires. Alors, la ligne rouge européenne, un simple bluff coûteux, une façade illusoire? Le futur de l'Europe est-il vraiment entre les mains de Washington et Moscou, et non plus celle de Bruxelles, de ses institutions? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Votre voix compte plus que jamais dans ces moments décisifs. Pensez-vous que nos dirigeants peuvent encore reprendre la main? Qu'il existe une voie pour une souveraineté européenne réelle, pour une autonomie stratégique, ou sommes-nous juste des marionnettes dans un jeu bien plus grand, manipulés par des forces que nous ne contrôlons pas et qui nous dépassent? Donnez-nous votre opinion honnête, votre perspective. Nous lisons chaque commentaire avec la plus grande attention. Si vous voulez des analyses franches, percutantes et sans filtre comme celle-ci, qui vous donne les clés essentielles pour comprendre les vrais enjeux géopolitiques derrière les grands titres de l'actualité, alors abonnez-vous sans tarder à notre chaîne. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines émissions exclusives. C'est votre protection ultime contre la désinformation grand public et les récits officiels. Et si ce décryptage vous a éclairé, si vous pensez que cette information est vitale pour vos proches, partagez massivement cette vidéo avec vos amis, votre famille, sur tous vos réseaux sociaux.
Il est temps que ces vérités éclatent au grand jour et que le débat ait lieu, ouvertement, honnêtement, pour l'avenir de notre continent.